Maurice Michel, c'est à vous, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un travail que j'ai réalisé en collaboration avec l'ESA lors d'un concours qui s'appelle le Hack CISAT, qui est organisé par la société CISEC en collaboration avec l'équipe de l'OPS-SAT à l'ESA et l'ESA elle-même. Le Hack CISAT, ça ressemble à ça. C'est un événement qui avait été organisé à Station F dans le but de démontrer les capacités d'attaque sur les nouvelles plateformes du New Space, notamment celle de l'OPS-SAT. L'OPS-SAT, ça ressemble à ça. C'est un CubeSat qui est purement un démonstrateur ici de cette nouvelle plateforme. La plateforme en elle-même s'appelle la NanoSat MF. La particularité de cette plateforme, c'est qu'elle fonctionne uniquement sur des plateformes ARM dans le but de proposer aux satellites d'utiliser des nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, par exemple, ou de l'imagerie très haute qualité, de l'accès aux expérimentateurs indépendants, etc. La NanoSat MF plateforme est basée sur la distribution Yocto Linux, donc qui est une distribution BusyBox et qui fonctionne avec interaction matérielle par API IPC-CAN. L'architecture ressemble à ça. On retrouve la partie classique qu'on retrouve sur à peu près tous les satellites, qui est la partie de communication bas niveau qui permet de reprendre le contrôle du satellite et de faire toutes les opérations de contrôle, disons, bas niveau, et qui ensuite interagit avec le payload, ici charge utile en français, qui contient réellement la plateforme ainsi que le matériel qui va interagir avec le satellite. Pour interagir avec le satellite, il y a plusieurs moyens. L'idée de la NanoSat MF Platform, c'est de mettre en place plusieurs proxys, on va dire, de protocoles qui permettent d'interagir et de transformer des protocoles Ethernet classiques comme le SFTP, l'HTTP, etc., en des protocoles du spatial et qui permettent d'interagir avec le satellite en orbite. L'importance dans ce schéma ici, c'est l'experimenters, ces experimenters qui, eux, ont accès directement avec un accès donné par l'équipe de l'OPS-SAT à l'interaction directe avec le satellite pour le contrôle de leurs différentes expérimentations, etc. Donc j'attaque direct par le hacking et les failles qui ont été découvertes sur cette plateforme. Pour ce concours, l'OPS-SAT fournissait l'image système du système Linux et quelques informations comme un fichier BMMap qui contient les différentes partitions, les différents fichiers, des informations usuelles pour séparer la partition. Je n'ai pas utilisé ça, je suis directement allé avec Beanwalk qui me permet d'extraire très rapidement le fichier système, enfin la partie file system qui m'intéresse. J'ai utilisé une recherche classique de keywords pour trouver ce que je cherchais. En l'occurrence, ici, je cherche un fichier jar qui contient le superviseur du satellite et qui implémente tout ce qui est interaction avec les applications sur le satellite. Donc là, voilà, j'ai trouvé un fichier systemd qui me permet de vérifier que le chemin vers les applications Java classiques est bien par défaut, bien suivi par défaut. Et très vite, je commence par le reverse engineering. Quelque chose que je remarque très rapidement dans ce fichier et dont on va pouvoir parler après, c'est le fait que l'OPS-SAT n'a pas pris soin de supprimer les noms de fonctions ou de classes, ce qui me permet très rapidement de comprendre comment fonctionnent les différentes parties du programme et qui me permet aussi juste d'avoir à lire le nom de la classe pour savoir lesquelles m'intéressent et lesquelles sont potentiellement les plus exposées en termes de surface d'attaque. Généralement, ce que je fais avant de commencer à étudier toute la code base qui est assez conséquente ici, je fais une recherche par mots-clés qui me permet directement de connaître les fonctions qui interagissent, qui exécutent des commandes système, voilà. Donc ici, par exemple, c'est pour un keyword shell et ça me permet de voir qu'il y a notamment une classe qui est censée gérer tout ce qui est sécurité des interactions avec les commandes. La toute première vulnérabilité dont j'aimerais vous parler et qui est la plus critique, c'est une vulnérabilité que j'ai baptisée Privilege Fast Traversal Write by ZipSlip. Disons que ces deux fonctions que vous voyez sont vraiment le cas typique de fonctions vulnérables à une attaque par ZipSlip. Ces deux fonctions, elles s'occupent de décompresser le package qui est sous un format spécifique qui s'appelle NMF package. En vérité, c'est un
un fichier zip, une archive zip avec un index un peu plus détaillé et qui permet, en fait, en créant ce package, c'est ce qui contient réellement l'application des experimenters et qui ensuite est envoyé au satellite et ces fonctions s'occupent de le décompresser, de l'installer dans le bon dossier, etc. Voilà, ce qui est important à comprendre, c'est que c'est vraiment elles sont directement appelées par ce qui s'appelle le protocole MAL, qui est l'action numéro 2 et qui est celle d'upload, donc qui peut être effectuée par un administrateur ou par un experimenteur. La vraie partie du code que je vous ai précédemment montré, qui est vraiment vulnérable, c'est ces 3 lignes-là. En fait, si on les simplifie beaucoup et qu'on a une réflexion uniquement en termes de chaîne de caractères ou de strings, en fait, ça ressemble à ça. Dans un cas, ce qui est attendu ici dans l'implémentation, c'est de mettre le nom du fichier directement hello.txt, qui en fait est un nom de fichier qui est autorisé par zip. Sauf que c'est ne pas prendre en compte que dans la spécification zip, les archives tar, zip, etc., peuvent aussi contenir des caractères qui en fait pointent le directory d'avant, en fait, le précédent comment est-ce qu'on appelle ça en français, précédent directory. L'idée ici, c'est qu'en réalisant une injection et en craftant spécifiquement une archive zip ou tar, on peut, en renseignant bien l'index du NMF package, on peut ajouter deux points ////, qui est une exécution classique de path traversal et qui en fait permet d'aller écrire, déjà de retourner à la route, puis d'aller écrire sur n'importe quelle destination du système de fichiers. Vu que le superviseur est privilégié, c'est-à-dire qu'il est exécuté en route, ça permet d'écrire sur n'importe quel fichier du système de fichiers et donc de compromettre des fichiers, mettre en place une persistance et l'installation d'un malware, d'une backdoor, etc. La seconde vulnérabilité dont j'aimerais vous parler, c'est aussi une vulnérabilité qui est assez usuelle, même si là on est sur de la configuration de système d'exploitation. C'est une mauvaise configuration de sudo. En fait, l'utilisateur superviseur ici, en fait, en passant par sudo, permet d'exécuter n'importe quelle commande en route sans demander de mot de passe. Bon, ça, voilà, c'est pour de l'embedded, c'est pas pour de l'IoT, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus critique. C'est pour ça que je l'ai mis en médium, mais ça facilite beaucoup le travail des hackers. Et la troisième vulnérabilité dont j'aimerais vous parler, c'est une RCE sur le démarrage de l'application, donc qui encore une fois, ça c'est des fonctions qui sont appelées par le protocole MAL, il me semble que c'est l'action numéro 1, et qui permet de démarrer l'application. En fait, ici, la fonction est assez simple, elle permet d'aller appeler un fichier script bash qui est donc on pourrait dire que c'est déjà une RCE en soi, mais ici la façon dont le chemin est concaténé sous Linux en fait permet une injection directement, puisque les noms de dossiers sous Linux peuvent contenir des métacaractères de shell, donc qui permettent de chaîner des commandes, etc. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça alors? Parce qu'en fait, si on fait le compte à peu près, cette architecture du New Space, il y a déjà un petit souci. Linux, c'est à peu près 5 millions de lignes de code pour sa version 3.14 sans les drivers. Le supervisor, c'est à peu près 200 000 lignes de code. Et le BuzzyBox, c'est 207 000 lignes de code. Donc, on est à peu près à, disons, si on arrondit, on dirait 5,5 millions de lignes de code. C'est juste pas maintenable pour une seule équipe. Et on ne peut pas vérifier tout ce code manuellement dans le cas d'applications critiques comme celle-là. Je veux dire, avant, quand quelqu'un trouvait une vulnérabilité sous Linux, il pouvait hacker beaucoup d'IoT, il pouvait hacker beaucoup de serveurs, peut-être des frigos aussi, hein, parce qu'on aime bien mettre Linux dans les frigos aussi. Et maintenant, il peut aussi hacker des satellites. Voilà, j'ai mis une conclusion, c'est exactement la même que celle de mon article de blog que vous pouvez retrouver sur mon site web, qui parle de laquelle cette conférence est tirée, duquel cette conférence est tirée. Mais je vous laisserai faire aisément la vôtre. Je remercie l'OPSSat pour m'avoir laissé jouer avec leur satellite. Merci CISAC pour avoir organisé ce concours et merci à l'ESA pour m'avoir accompagné. Voici mes sources. Pour la plupart, c'est des papiers de recherche qui sont émis directement de l'OPSSat, de l'équipe de l'OPSSat. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller les voir parce qu'il y a un vrai travail de documentation qui est assez impressionnant. Et vous pouvez évidemment les retrouver aussi sur mon article.
Voilà. Si vous avez besoin de conseils sur ce genre de sujet, je suis consultant indépendant sur les questions de développement full stack, mobile, IoT et sur les questions de cybersécurité, les conceptions d'architecture, etc. Merci beaucoup. Bravo à vous.